Donc, bonjour à tous. Vous l'avez déjà compris ou pas encore, la notion de Power Saber Vault, c'est un sujet qui est un peu cross entre le stockage et le power. Ouais, plutôt le stockage quand même. C'est la raison pour laquelle. On ne commence pas. C'est la raison pour laquelle je suis moi-même avant-vente stockage. Mathieu est avant-vente power. On va voir ensemble. Et nous avons aujourd'hui le bonheur et l'avantage d'avoir avec nous Guillaume, que vous connaissez peut-être un petit peu moins, qui travaille pour IBM France, mais qui travaille surtout pour les environnements TechZone, qui sont les développements de démonstrations qui sont accessibles dans le monde entier. Et il développe des démonstrations de stockage, et notamment des démonstrations qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc on lui a demandé de venir nous donner un petit coup de main et de faire ce qu'il avait préparé. On a préparé avec Mathieu, parce que Mathieu, la démo qu'on va vous montrer est une collaboration. Il défile d'entrée, c'est moche. Pourquoi Cybervault, pourquoi PowerVault? Globalement, on est en train de chercher des réponses aux problématiques de la cybercriminalité. À chaque fois que je montre un slide comme celui-là, je me dis ça sert à rien, les gens le savent, j'enfonce des portes ouvertes. Et en fait, je suis quand même toujours surpris du fait que les gens continuent à trouver ça comme ce risque-là comme quelque chose de distant et d'éloigné, alors que c'est une réalité ultra criante. 59% des organisations frappées par un malware, 84% des gens, parce que c'est les sauvegardes qui ont été attaquées en premier, 70% avec des chiffrements de données, plus de 100 jours pour s'en remettre, des coûts moyens d'attaque qui sont à plusieurs millions de dollars, millions d'euros, c'est complètement différent. Et au final, 56% des gens n'ont pas d'autre choix que de payer pour récupérer leurs données. Ça, c'est pas, on n'est pas dans le délire, c'est la réalité. Et les gens continuent souvent à considérer que c'est un risque lointain. Face à ça, je dirais qu'en France, on a plutôt de la chance. Alors, on peut le voir comme deux façons de le voir. On a une régulation qui est quand même assez agressive. Alors, au niveau européen, avec la directive NIS 2, qui n'est pas encore 100% déclinée dans la loi française, parce que la loi française, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais avec en tout cas une réglementation européenne qui impose à toutes les entreprises critiques pour le pays, et la notion de criticité pour le pays, elle est devenue extrêmement large. Distributeurs d'agroalimentaire, transporteurs, tout ça, c'est des gens qui sont critiques pour le pays. Donc tous les gens, toutes les entreprises critiques pour le pays ont des obligations d'avoir décrit des procédures, d'avoir décrit des process, d'être en capacité à démontrer leur préparation face aux cyberattaques. En France, un organisme de régulation qui s'appelle l'ANSSI, qui publie des règles, qui publie des recommandations, qui a à la fois un rôle d'éducation, d'enablement, d'accompagnement, mais aussi un rôle de sanction, qui pour l'instant n'est pas vraiment décliné, mais qui devrait, qui va assurément s'accélérer les prochains mois. Alors, c'est toi qui as rajouté ce slide. Oui. Tu veux le commenter ou je le commente? Mais j'ai trouvé bien. Comme tu veux. Allez, je vais le faire. Beaucoup de nos clients nous disent non, mais le cyber, nous, on est prêts. Hein. On a mis des firewalls, on a un SOC, on a tout ça. C'est vrai, c'est super. Ça, c'est la cybersécurité. C'est tout faire pour éviter d'être attaqué. Et, Dieu soit loué, 99% du temps, ça marche et ça suffit. Maintenant, de la même manière, chez vous, vous avez un portail, vous avez une serrure, vous avez une alarme, et puis peut-être que votre portefeuille, vous ne le laissez quand même pas sur la commode qui est devant la porte. Parce que vous dites qu'il y a bien un jour quelqu'un qui va rentrer, ou un jour où la porte elle sera entrouverte et quelqu'un va rentrer. Et vous dites, mais comment je vais faire? Eh bien, vous allez cliquer vos infos pour tout ça. Ça, on va commencer à rentrer dans la notion de cyber-résilience. C'est comment je vais faire pour continuer à travailler les rares fois
malheureusement, l'ensemble des procédures que j'aurais pu mettre en amont vont être traversées. Ça s'appelle la cyber-résilience. Je crois qu'à peu près aujourd'hui, 95, je vois, ouais, presque 100% des clients qui font du power ont investi dans des mécaniques de réplication, de backup assurément, mais de réplication synchrone, asynchrone en fonction de la criticité de leurs données. Mais tout le monde a investi là-dedans. En tout cas pour les environnements de production. Et c'est super. Heureusement. Et heureusement, il faut qu'ils continuent. Parce que la nature des risques contre lesquels ces mécaniques de réplication les protègent sont toujours là, vont continuer à être là et vont peut-être même continuer à s'aggraver. Maintenant, ces mécaniques-là, ça les protège, bah, typiquement, on aimerait contre des risques plutôt aléatoires. C'est-à-dire que bah, j'ai répliqué les données de mon data center principal vers mon data center secondaire, parce que peut-être un jour, il va brûler, un jour, il y aura une panne de courant, un jour, j'aurai une inondation. C'est plutôt un risque aléatoire, c'est la faute à pas de chance. La cyber-recovery, ce n'est pas contre la faute à pas de chance qu'on cherche à se protéger. On cherche à se protéger contre une attaque qui est ciblée par quelqu'un pour faire mal, pour prendre de l'argent. On n'est pas sur un risque qui peut-être arrivera si j'ai pas de chance. On est en train de chercher des protections face à un risque qui existe, qui est provoqué par quelqu'un qui vous veut du mal. Le périmètre de l'impact, bah, ce ne sera pas forcément local, global, parce que ma salle machine a pris feu ou parce qu'elle a été inondée. Non, j'ai quelqu'un qui s'est introduit dans mon système d'information et qui globalement réussit à le corrompre de l'intérieur. Est-ce que mon infrastructure de sauvegarde va être impactée? Quand je cherche à me protéger contre, avec des mécanismes traditionnels, je vais sécuriser ma production, parce que c'est ce qui, à mes yeux, a le plus de valeur et qui va rendre, qui risque de me faire perdre de l'argent le plus rapidement possible. Mes sauvegardes, je vais les sécuriser ou pas, ou je vais me dire, bon, j'ai des archives, elles sont au coffre, si vraiment mes sauvegardes sont attaquées, je pourrais toujours éventuellement repartir de mes archives qui sont au coffre. En cybercriminalité, les sauvegardes, c'est la cible prioritaire. Les gens commencent par taper les sauvegardes. Quand ils ont tapé les sauvegardes, eh ben, ils remontent et ils vont taper les volumes de production. Les points de restauration. Alors ça, c'est super intéressant. Quand vous avez votre bête de disque qui brûle, qui tombe en panne et qui n'est pas sécurisé, bah, vous allez repartir des sauvegardes et globalement, bah, vous allez jouer votre dernier point de sauvegarde. C'est assez simple, vous en faites une par jour, peut-être une incrémentale dans la journée, vous allez repartir de là. Face à une attaque cybercriminelle, vous allez repartir la dernière sauvegarde, si elle n'a pas été attaquée. Vous allez très souvent vous rendre compte que peut-être elle a été. Donc vous allez peut-être repartir de la sauvegarde précédente, puis vous allez vous battre avec les bouts de sauvegarde qui vous restent pour essayer de reconstruire un point de restauration qui est le plus près possible, mais pas corrompu. Et ça risque d'être un système un petit peu à faire à la main et à reconstruire avec votre dernier point RPO RTO et une restauration des dernières données saines que vous allez trouver sur les sauvegardes intermédiaires. Durée de remise en état. Bah, face à un crash, si vous êtes bien protégé, en quelques heures ou en quelques jours, vous avez restauré vos bandes et tout se passe bien. Face à une attaque cybercriminelle, globalement, les observations, c'est à peu près 3 semaines. Pour qu'une entreprise se remette d'une cyberattaque, si elle n'a pas préparé sa restauration, si elle n'a pas anticipé, c'est de l'ordre de 3 semaines pour s'en remettre. Alors, ça ne veut pas dire pour redémarrer un bout de production, hein, mais bon, des exemples, il y en a et on ne sait même plus lesquels prendre. Le dernier, Mark Spencer, là, bah, c'est pas 3 semaines. Hein, aussi. Alors, mais à la limite, ça, c'est presque des gros clients qui parfois, quand on donne ces exemples-là à nos clients français, ils disent ouais, mais ça, c'est des gros, on ne va pas être ciblé comme eux. On a des tas de petits qui ont été attaqués. C'est qui le dernier quelqu'un qui fait de l'outillage dans l'Est Wolf, les outils Wolf, je ne sais pas quoi. Là. Terminé, hein, ils ont mis les clés sous la porte. Hein. Ils ont été attaqués, ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Le plus intéressant, c'est le dernier, la probabilité d'occurrence. Quelle est la probabilité que vous ayez une inondation dans votre data center? Ah, c'est pas de chance quand même. Hein. Normalement, vous n'avez pas mis votre data center dans le lit d'une rivière. Donc il ne devrait pas s'inonder comme ça. Alors que
C'est pas mal traduit. La probabilité. Ah, je confirme, tu as coupé le micro. C'est une blague. Alors que la probabilité que vous soyez ciblé par une attaque cybercriminelle, elle est super élevée. Et encore, elle est même pratiquement certaine. La question, c'est pas est-ce que vous allez être attaqué? La question, c'est quand. Combien de fois? Et on a aujourd'hui, quand on discute avec des clients, globalement, tous les clients disent oui, du backup, de la réplication synchrone, asynchrone, oui, je l'ai, je le mets. La cybercriminalité, j'ai pas de budget tout de suite. C'est con. Faudrait peut-être revoir les priorités. Du coup, c'est pratique parce que c'est copié, donc on aura des données corrompues des deux côtés. Oui, Le alors, principe. qu'est-ce qu'on peut faire? Globalement, pour limiter l'impact d'une attaque cybercriminelle, il va falloir qu'on trouve une solution pour détecter cette attaque au plus tôt. Alors, tous nos clients ont déjà des tas de choses en place. Ils ont déjà des firewalls, ils ont des SIEM, ils ont des SOR, ils ont des EDR, ils ont des équipes sécurité qui s'occupent de ça. Hein. Alors, enfin, s'ils n'en ont pas, c'est encore plus grave. Là, on est en train de se dire, votre client, il a tout ça, sauf que il y a quelqu'un qui a reçu un mail, dans son mail, il a cliqué sur le truc qu'il ne fallait pas, ça a bypassé tous les firewalls, ça arrivait directement, et il y a un ransomware qui s'est répandu directement dans la baie de disque bloc et qui est en train de tout corrompre. Il a tous les niveaux de protection, sauf ça a passé le portail, ça a passé la serrure, ça a passé l'alarme, et on est rentré maintenant. Il y a 3 ans, au MGM, l'attaque, c'est simple. Hein. Ils ont appelé la hotline, un humain a appelé un autre humain, et il a réussi à faire changer le mot de passe administrateur. Vous pouvez avoir les EDR que vous voulez. Bonjour, j'ai perdu mon mot de passe, pas de problème, je vous le reset. C'était pendant la conférence IBM. On a eu des clients un peu réceptifs aux problématiques de la cybercriminalité cette fois-là. Donc, on a besoin de détecter au plus tôt. Et pour s'assurer de notre capacité à offrir des points de restauration avec des données saines, il va falloir automatiser et tester ces copies. Je pense que c'est toujours pas le bon. Toujours pas le bon clavier. Concrètement, l'approche d'IBM pour accompagner nos clients sur la résilience des données, alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de solution magique. Jamais on vous dit vous achetez ça puis vous avez la paix. Malheureusement, ça n'existe pas. On a des outils. On a une démarche un peu itérative en disant on va commencer par ça. Après, on va se sécuriser un petit peu plus avec telle étape et avec telle étape. Et puis, on a même des étapes qui sont embêtantes parce qu'elles vont. On l'a tous. Hein. Avant, on avait des mots de passe, c'était password. Et maintenant, on dit non, les mots de passe, ils doivent faire 50 caractères avec 12 caractères spéciaux et changer toutes les semaines. Ça nous gonfle. Ouais, parfois, la sécurité, c'est aussi contraignant. Et la cybersécurité, c'est parfois aussi contraignant. Donc, chaque client va doser son effort en fonction de ce qu'il pense être son exposition au risque, en fonction de sa politique, en fonction des moyens qu'il est capable d'y mettre. Donc, on a une logique itérative. On va d'abord s'appuyer, nous, sur la sécurité et l'immutabilité des données. À toi. Oui. De quoi? J'ai oublié que c'était à toi. Ah, c'est bon. Non, mais ça arrive, hein. Tu peux rester là, j'en ai pas pour longtemps, promis. Donc, on parle de données, c'est vrai que parler du power, c'est lui qui traite la donnée, tout ça. C'est une partie importante, même si beaucoup des outils, c'est sur le stockage. Donc, on le sait tous, hein, il va leur ajouter du power, c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on aime la plateforme, c'est chaud. C'est de la sécurité à tous les niveaux. C'est de la sécurité au niveau de l'infrastructure, donc du matériel. C'est de la sécurité au niveau des OS. Donc, c'est sûr, si on fait password égale username, il y a encore un peu de travail à faire. Et c'est de la sécurité aussi avec différents outils. Donc, la sécurité qu'on va retrouver au niveau matériel, ça va être avec le firmware, hein, tout simplement, qui est très fort, l'hyperviseur qui est contenu dans le firmware et qui a beaucoup moins de vulnérabilité que ce qu'on va retrouver sur VMware, et d'autres algorithmes qui vont arriver, notamment sur le Power 11. On a du Quantum Safe sur le Secure Boot
sur le LPM. Donc, Quantum Safe, c'est des algorithmes qui sont pour prévenir les futurs ordinateurs quantiques qui vont venir et qui vont juste dire petite clé d'encryption, hop, 10 minutes, c'est bon. Et c'est d'essayer de prendre un petit peu d'avance et de prévenir de tout ça pour sécuriser un maximum l'infrastructure. Au-dessus de ça, on a des OS, donc IBM AX, on-top au niveau de la sécurité. Pareil, c'est on-top, c'est des OS qui sont sécurisables. C'est-à-dire que c'est pas j'installe mon OS ou j'ai mon OS depuis 30-40 ans, c'est du legacy. Il y a du travail à faire et on le voit chez énormément de clients. Mais ça reste des OS qui peuvent être vraiment un coffre-fort si on ne grave pas le code sur la porte. Donc, pour chapeauter tout ça, on voit un petit peu, il y a du PowerSC. Donc, PowerSC, je n'y connais pas beaucoup. Hein. Je rigole. PowerSC, ça repose sur 4 piliers principaux. La conformité. On va dire que la conformité, c'est sympa. On parle cybersécurité. J'associe un petit peu la conformité, sauf Dora, qui est un petit peu à part. C'est un petit peu essayer de mettre le premier pied dans je sécurise mon infrastructure. Donc, PowerSC permet de suivre des normes industrielles connues, PCI, CIS, etc. Donc, c'est tout des normes en fait qui permettent de dire comment maintenir en fait son OS pour le sécuriser. Un autre pilier, ça va être la sécurité, donc c'est un petit peu bateau, mais sécurité avec PowerSC, c'est d'interagir avec des fonctionnalités des OS. On va rentrer plus dans le détail parce qu'on a une session sur PowerSC où on vous invite à venir y participer. On s'amuse beaucoup. Gestion des mises à jour, donc pareil, ça permet de faire un petit peu de gestion des mises à jour. Au niveau de l'IBMI, on va retrouver le niveau des PTF et des groupes et des CUM. Ça ne va pas faire l'install et l'update depuis PowerSC, mais au moins on peut faire un tout petit suivi. C'est déjà, encore une fois, une première étape. Ensuite, la partie MFA, donc reset du mot de passe, oui. Par contre, si on a du MFA, peut-être que juste resetter le mot de passe, ça ne va pas suffire pour les cybercriminels. Donc, PowerSC permet d'interagir avec les OS pour utiliser le MFA pour s'y connecter. Même si avec la 7.6, c'est en natif, c'est un super OS IBMI, et on peut aussi utiliser des outils comme ça pour se connecter en MFA à des partitions ou des VM Linux, donc distinction entre les deux, parce que PowerSC tourne sur du x86 et du Power pour Linux. Et ensuite, pareil sur AX et IBMI, on peut aussi utiliser PowerSC MFA. Donc je pense que je vais pouvoir te rendre la main. Chose promiscueuse du. Rien. On était sur la sécurité et protection des données et connaissance de son environnement. Au-dessus, on va rajouter avec le stockage un pilier d'immutabilité. C'est quoi l'immutabilité? C'est que vous allez faire des sauvegardes, c'est cool, sauf qu'on l'a dit, la première cible des cybercriminels, c'est d'aller corrompre les sauvegardes. L'idée, elle n'est pas révolutionnaire. Ce qui va être différenciant, c'est dans sa mise en œuvre. C'est à chaque fois que je vais sauvegarder une donnée, je vais m'arranger pour que cette sauvegarde soit immuable. C'est-à-dire que personne ne puisse la modifier, que personne ne puisse la supprimer, et même pas l'admin. Donc si on lui change son mot de passe, si on lui met un revolver sur la tempe, comme ça s'est déjà produit chez une grande banque américaine, même si l'administrateur a un pistolet sur la tempe, il ne supprimera pas les sauvegardes parce qu'il ne peut pas. Les agents du guichet n'ont pas les clés du coffre. Il y a écrit ça dans les agences bancaires. C'est ce dont on parle. Dans l'implémentation de nos baies de disques qui s'appelle Flash System, on met en place un coffre-fort logique à l'intérieur de la baie de disque. On fait des snapshots depuis très longtemps dans nos baies de disque. Les snapshots, c'est que je prends mon volume de production, j'en fais une copie instantanée dans laquelle je ne stocke que les blocs qui sont modifiés par rapport au volume de production. Ce qui a changé maintenant, c'est que ces snapshots-là, il y a un petit coffre-fort dessus. C'est-à-dire qu'ils sont immuables. On ne peut pas y toucher. Même l'administrateur de la baie de disque ne peut pas supprimer ces copies qui ont été mises au coffre-fort logique. J'ai la possibilité de générer des copies de ces copies pour aller voir ce qu'il y a dedans. Et ce sera l'étape d'après. Mais on va, en accord avec les besoins du client, en accord avec
l'argent qu'il a envie d'y mettre, parce que mettre des données au coffre-fort, ben, ça va consommer de l'espace dans sa baie de disque, donc il va falloir qu'il mette de l'espace supplémentaire. On va définir avec chacun de nos clients, en fonction des risques contre lesquels ils cherchent à se protéger, en fonction de la durée pendant laquelle ils choisissent de garder des données au coffre, la quantité de stockage supplémentaire qu'il est nécessaire de provisionner dans une baie de disque. Chez nous, ça s'appelle le safeguarded copy. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La troisième étape, c'est la détection. J'ai mis mes données critiques à l'abri, j'ai mis les sauvegardes de mes données critiques à l'abri, mais quand le hacker rentre quand même, comment je fais pour le détecter? On a dans nos flash systems, dans la gamme flash system 5003, 7003, 9005, on a une implémentation des disques flash un petit peu particulière. Sur la gauche, vous voyez un disque standard du marché. Alors, du marché, c'est-à-dire qu'IBM en vend et tous nos compétiteurs en vendent. On a dans la gamme IBM une implémentation qui est un flash core module. J'en ai un dans mon sac là-haut, mais j'avais plus de main pour le prendre. On retrouve les mêmes modules flash que l'on voit sur un disque SSD classique, mais on voit en plus un processeur. On a un ASIC dédié au plus près du média qui a des missions en termes d'endurance, de performance, d'efficience des données qui sont sauvegardées. C'est lui qui fait la data réduction, c'est lui qui fait le chiffrement, c'est lui qui fait l'optimisation des écritures. Fine. Mais on lui a rajouté l'année dernière une mission liée à la cyber-résilience, puisque le petit module CPU, là, il va analyser 100% du flux d'écriture, tous les I/O qui sont écrits sur le disque, d'où qu'ils viennent. C'est-à-dire que s'il est là, c'est que l'I/O, il a bypassé toutes les couches de firewall. 100% des I/O sont analysés pour aller y détecter une éventuelle signature ransomware connue. En plus, ce flux d'I/O, il est utilisé pour aller détecter un comportement d'écriture qui serait louche, suspicieux, anormal, changeant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc une workload qui deviendrait anormalement random, une workload, un taux de compressibilité des données qui évoluerait de façon importante. En moins de 2 secondes, on déclenche une alerte et on dit sur tel volume attaché à tel serveur, on a un truc bizarre. Nous, stockage, on va s'arrêter là. On ne va pas prendre la décision de couper les données, on ne va pas prendre la décision de supprimer. On ajoute un élément hyper bas niveau qui va venir se corréler avec l'ensemble des alertes que le client il aura pu chercher à interpréter dans son infrastructure de production. Chacun des petits modules là, il remonte ces informations au storage virtualized dans lequel on a un petit moteur d'intelligence artificielle qui fait de l'inférence et qui dit bah, par rapport à ce que je crois être l'habitude, un moteur d'intelligence artificielle qui est mis à jour régulièrement, à partir de ce qui se passe chez ce client-là, mais chez tous les clients du monde qui disposent d'une architecture similaire, on va apprendre ce qu'est un comportement louche, ce qu'est un comportement pas louche, ce qu'est dès qu'un nouveau ransomware connu, on va mettre à jour le moteur d'intelligence artificielle pour pouvoir le détecter. Pardon? Attends. Tu veux. On a 30 minutes. Allez, montre. Alors, ce dont il vient de vous parler, donc la détection automatique de la part du disque lui-même, va simplement remonter une alerte à la fois au niveau de la baie de stockage, mais aussi, par exemple, dans Storage Insight. Avec Storage Insight, vous avez la possibilité de vous lier avec Defender, de vous lier avec PowerSC, dont on va parler un petit peu plus longtemps après, ou un Splunk, ou n'importe quel CIEM. Vous avez aussi la possibilité de vous envoyer des mails, etc. Donc, l'alerte du FCM est envoyée en quelques minutes à peine à ce Insight. Et à partir de là, effectivement, vous pouvez déclencher tout un système de réponse automatisé et donc réduire votre temps de réaction. Et ça, c'est un vrai système, c'est un 5003 qui tourne à Montpellier, sur lequel j'ai des FCM4 et régulièrement, je lance une encryption et en moins de 2 minutes, j'ai la remontée d'alerte au niveau du système et en moins de 5 minutes, j'ai la remontée d'alerte au niveau d'Insight. Donc, on a détecté
Maintenant, on monte dans l'ambition, c'est-à-dire maintenant j'ai détecté, je suis capable de savoir que je viens de me faire affecter en temps réel par un ransomware. Je vais probablement prendre la décision de couper et je vais me dire, je vais essayer de restaurer un point juste avant. C'est quoi notre stratégie de restauration? Vous vous souvenez qu'on a mis J'ai mis des copies de mes volumes de production à l'abri dans mon coffre-fort logique. Je vais prendre chacune de mes copies, je vais en faire une copie d'une copie, et je vais la monter dans un espace clean room, donc un espace isolé de mon environnement de production, d'un point de vue réseau. Et je vais aller pouvoir en analyser le contenu d'un point de vue analytics pour dire, mais dans cette copie que je croyais être propre, en fait, maintenant que je sais ce que je cherche, peut-être je vais trouver des trucs. Et je vais systématiquement monter mes copies dans ma clean room et pouvoir cartographier. En fait, maintenant que je le sais, ma copie -1, elle était déjà corrompue, ma copie -2, elle était déjà corrompue, ma copie -3, elle est claire. Alors, c'est ce qui se passe chez tous les clients aujourd'hui. Un client qui utilise une cyberattaque, il fait quoi? Il restaure sa copie précédente. Combien de temps? C'est de la tape. Entre 5 et 24 heures. Mince, elle est corrompue. Je restaure la précédente. Entre 5 et 24 heures. Ah, c'est la troisième. Au bout de 3 jours, je vais voir mon DG, je vais dire, vous allez rire, j'ai des sauvegardes. La dernière bonne, c'était il y a 3 jours, et il y a 3 jours pour me le dire. Ouais. Ça, c'est du RPO. Ouais. Ça, c'est la réalité aujourd'hui chez nos clients. Donc les nôtres. Non, Pas chez nos clients, clients. Avec cette mécanique de savoir d'être copie, la montée d'un volume en clean room, c'est quasiment instantané. C'est en dessous de la minute parce que c'est uniquement des jeux de pointeurs. Et je vais pouvoir prendre ma dernière copie, aller vérifier, mince, elle est corrompue. La deuxième, mince, elle est corrompue. Et en moins d'1 heure, j'ai fait l'inventaire. Ça, c'est chez nos clients, par contre. Ça, c'est chez nos clients qu'on a réussi à nos convaincre. clients. Ça, c'est en mode réactif. Et globalement, ce qu'on essaie de faire, c'est faire du mode proactif. Je prends une sauvegarde, je prends ma sauvegarde, je vais tester cette sauvegarde via un moteur analytics où je vais aller faire du deep dive pour dire, mais est-ce que c'est vraiment clean cette histoire? Et on va, en temps réel, à chaque fois que je fais une sauvegarde, une fois sur 2, une fois sur 3, je vais aller analyser le contenu de ma sauvegarde et je vais cartographier en disant celle-là elle est propre, celle-là elle est propre, celle-là elle est pas. Ça, c'est chez nos meilleurs clients. C'est ceux qui sont arrivés un peu plus loin. L'avantage de le faire en proactif, c'est que, sur le principe, vous allez détecter le malware avant que le malware ne déclenche l'attaque. Donc, vous analysez qu'il y a un problème avec la copie, vous pouvez potentiellement résoudre le problème avant d'avoir un impact et une corruption de données. Ce qu'on appelle early detection dans notre discours. Et effectivement, je m'interromps, Oui. Dans la blague, c'est ce que font nos clients et nos meilleurs clients. Effectivement, c'est qu'on a une offre à tiroir qui peut être enrichie. Et effectivement, ce que vient de présenter Antoine et Guillaume aussi, c'est de faire du proactif. Ça a beaucoup de sens et pas en réactif après avoir eu un incident. Les deux étant mieux que rien, quand même. Mais tout ce qui est fait pour se préparer est mieux que rien. Il faut plusieurs briques pour monter un mur. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est quand vous irez voir votre DG au bout d'1 heure pour dire ma dernière copie, elle a 3 jours. Et dire vas-y, restaure maintenant. Et moi, je vais faire un jeu de pointeur et en moins de 5 minutes, j'ai restauré la dernière bonne copie. Ça n'est pas 3 semaines. Ça n'est pas 3 semaines. Puisque tu as juste parlé offre à tiroir, on avait fait il y a quelques années une étude, non, il y a quelques mois, une étude pour dire mais qu'est-ce que ça coûte ce truc-là? En fait, c'est spectaculaire. C'est pas la première étape de mettre des données à l'abri. Ça coûte un peu de stockage. Et on avait calculé que pour un client standard, ça lui montait le prix de son stockage de l'ordre de 20%. Oui, c'est ça, 20%. 20% plus cher pour sécuriser ces données dans un coffre-fort logique. Et pour automatiser le test de ces copies, ça lui coûtait à peu près 40% plus cher que son stockage normal. Ouais, donc c'est pas 15% de plus que les stats nécessaires pour la copie. Voilà, ça donne des idées financières. Donc
c'est pas gratuit, mais c'est pas non plus des gaps astronomiques pour des gens qui sont en train de rafraîchir et de sécuriser leur environnement. On ne fait pas x2. Hein. Non, on ne fait pas x2. Non, on ne fait pas x2. Quand on fait de la réplique, on fait x2. D'ailleurs, l'histoire de la réplication, est-ce que le sauvegarder de copie, est-ce qu'il y a aussi un lien entre le flash copy, le snap c'est totalement détaché, il n'y a pas d'histoire. Comment tu installes ton flash system, c'est-à-dire si tu l'installes en mode PBHA ou en mode hyperswap, le sauvegarder de copie, c'est totalement. C'est un autre sujet, c'est une autre mécanique. C'est une autre mécanique, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'attachement. Il y a des liens, parce que si tu fais du PBHA, maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu as mis en place une architecture haute disponibilité entre deux sites. Oui. Tu vas coordonner la prise de sauvegarde de copie sur les deux côtés en même temps. Oui, non, mais c'est par rapport au snapshot versus flash copy, il n'y a pas de. C'est deux mécanismes différents pour faire la même chose. D'accord. Ouais. C'est un troisième mécanisme. Le flash copy, le snapshot et le flash copy et le snapshot font la même chose. Simplement, le snapshot, c'est plus récent. Les nouveaux développements de fonctionnalités se feront sur les snapshots. En fait, ma question, c'est le sauvegarder le flash copy, ça s'appuie sur quelle technologie? C'est la troisième technologie? Non, c'est du flash copy. C'est du flash copy. C'est du flash copy, mais c'est pas du snapshot. Mais qui n'est pas supprimable. Voilà, c'est pas du snapshot. On l'a dit, l'approche, c'est pas du tout ou rien. C'est je vais progresser, je vais améliorer mon niveau de sécurité avec des approches, avec des couches supplémentaires qui potentiellement vont aller jusqu'au backup. Pour l'instant, je vous ai parlé de ça. J'ai mon environnement de production, j'ai fait des copies que j'ai mis dans un coffre-fort logique. J'automatise le test de mes copies et potentiellement la restauration de mes copies. Je vais pouvoir orchestrer l'ensemble de ces copies, l'ensemble de ces tests, via un produit qui s'appelle IBM Storage Defender DRS, Data Recovery Services, qui va m'offrir un dashboard global qui va pouvoir s'intégrer à mon SOC pour connaître la qualité de mes copies sur mes données principales. On a une option supplémentaire qui est de dire, mais si vous faites du backup, parce que vous faites du backup, donc vous avez des données secondaires qui sont vos environnements de sauvegarde, sur laquelle potentiellement vous faites aussi des tests en cleanroom, ce ne sera peut-être pas la même cleanroom, mais via un DRS, vous allez pouvoir avoir une vision globale de la qualité de vos sauvegardes, testées, non testées, que vos sauvegardes soient sur vos données primaires à l'intérieur de la baie de disque, ou qu'elles soient sur vos sauvegardes à l'extérieur de la baie de disque. Ça, c'est l'approche globale de notre manière de gérer les copies. Qui marche avec des environnements VMware, qui marche avec des environnements Z. La notion de CyberVault a été introduite il y a 5 ans avec les environnements Z. Là, la nouveauté aujourd'hui, c'est que IBM a décliné cette approche du CyberVault, de la mise au coffre-fort de copies et du test systématique de ces copies et automatisé en environnement Power avec le Power CyberVault. Magnifique. Non, mais j'achète. Donc, on l'a vu au début, l'objectif, c'est d'avoir une approche cyber-résiliente. Pour avoir de la cyber-résilience, il faut du compute, du stockage qui est magnifiquement protégé. On l'a vu. Et l'idée du Power CyberVault, je suis désolé, j'ai le même accent, c'est d'unifier le tout, en fait. De dire, bon, bah, c'est de la technologie IBM, c'est fort, c'est résistant, c'est résilient. Et l'objectif, c'est vraiment d'en faire un lot global, en fait. Et de dire, quand demain, on vient toquer à la porte, si jamais vous êtes assujetti à DORA, et qu'on vous demande, est-ce que vous avez un plan de reprise, l'objectif, c'est d'essayer de répondre que oui. Et l'objectif du Power CyberVault, c'est d'essayer de se rapprocher justement de ça. Donc, ça ne va pas répondre à tout ce que demande DORA. Par contre, c'est de mettre un pied, justement, vers une cyber-résilience.
c'est de mettre en place des processus, donc qu'Antoine a décrit tout à l'heure, de la détection, du reporting, de la restauration et de la récupération. Et l'objectif, c'est de le faire vite et surtout bien. Et tout ça, ça va reposer donc avec l'aide de IBM Expert Labs, qui va permettre du coup de venir de faire toute une prestation en fait avec des workshops, expliquer justement, comprendre le plan de résilience actuel, et pas le plan de résilience qu'on a vu juste avant, qui est de dire j'ai eu une inondation, j'ai prévenu ça, etc. Non, c'est vraiment sur la partie cyber. C'est d'essayer de voir, est-ce que vous avez quelque chose aujourd'hui? Juste un antivirus? C'est non, on l'a vu. Donc l'idée, pour illustrer un tout petit peu ce à quoi pourrait ressembler une telle solution, donc on rappelle, hein, l'objectif, c'est de reposer sur des technologies qui sont ce qu'elles sont, on ne va pas refaire le global, et d'apporter une couche d'automatisation en fait. L'objectif, c'est de se faciliter le travail, en plus déjà d'avoir fait ce travail de préparation. Un travail préparé est toujours un travail qui va plus vite. On prépare notre présentation pour que le jour J, on arrive et puis on ne soit pas là avec une feuille blanche, quoi. Donc, on repose sur la même explication d'Antoine de tout à l'heure. Sur une timeline, on va dire que je fais des sauvegardes. Donc l'objectif, ça va être d'automatiser ces sauvegardes. Pour automatiser, dans l'exemple ici, on voit Ansible, du scripting. On le fait, allez, vas-y, on va dire toutes les 4 heures. Et puis, au bout de 4 sauvegardes, d'un seul coup, je me dis, mais est-ce que je ne ferais pas un petit test, justement? Guillaume l'a dit tout à l'heure, il faut être proactif, il faut tester. On teste, comme ça, on se rend compte de la chose. Et là, c'est magnifique. Ça a passé les tests, on sait qu'on est sécurisé, c'est super. Non seulement, donc bon, là, on n'a pas mis les petits verrous, mais l'idée, c'est que sur ce verrou-là, en plus, on a une coche. C'est-à-dire que celui-là, on lui fait confiance. Ça veut dire que quand on va vouloir faire une restauration, on sait que celui-là, il est fiable. À l'inverse, mauvaise surprise, les données sont corrompues. Donc, on va rentrer dans le processus de tout à l'heure. Je récupère l'ancien, celui d'avant, celui d'encore avant, etc. Jusqu'au moment où on arrive à trouver la bonne sauvegarde. Derrière, il y a toujours la méthode réactive, donc c'est de dire on a toujours les mêmes outils, mais on ne fait pas que de la proaction. Enfin, c'est aussi d'être capable de dire bon, j'ai décelé, j'ai pas réussi à le déceler avant, je le décèle maintenant, comment je fais? Et donc pour ça se reposerait sur les mêmes outils. Donc je fais mes sauvegardes, d'un seul coup, hop, il y a un événement qui est survenu. Donc ça peut être un événement qui a été sur les SM4, il y a un malware qui a été détecté, hop, Storage Insight, et il y a une alerte qui va être reçue par PowerSC, parce que oui, PowerSC ne fait pas que la partie conformité, sécurité, etc. Ça permet aussi de faire des réponses à des événements de sécurité. Et de ça, on va pouvoir lancer automatiquement un script qui nous fait une autre sauvegarde pour voir justement, essayer de faire le différentiel entre là, j'ai mes données qui sont corrompues, là, elles ne le sont pas. Est-ce qu'elles sont toutes corrompues ou est-ce que je peux en récupérer quelques-unes? Et l'idée, c'est de rester dans le même processus de je récupère celle d'avant et je le fais jusqu'à trouver la bonne sauvegarde. Ce process-là reste le bon. L'idée de ces workshops, donc on en a parlé juste avant, donc on va aller assez vite sur ce sujet-là. Faire le point sur le niveau actuel, essayer de comprendre l'architecture aujourd'hui chez les clients, donc d'un point de vue power et stockage, et ensuite de montrer ce que pourrait apporter la solution. Donc ce qu'on a vu avant, c'était un cas d'application. C'est pas forcément le cas partout en fait. Et c'est là qu'interviennent Expert Lab justement pour montrer quelle est la meilleure solution, faire le point vraiment auprès des clients, parce que très souvent on arrive et on dit ok, quel est vraiment le point important, qu'est-ce que vous devez relancer si jamais vous avez un incident. Et très souvent c'est je dois tout relancer. Ok, combien de zéros vous êtes prêt à mettre derrière le chèque? C'est toujours le nerf de la guerre après. Donc l'idée c'est vraiment de cibler les événements, les environnements les plus critiques et les éléments les plus critiques à remettre en route. Et après, l'idée, du coup, c'est de travailler pour mettre en place la solution
qui sera ensuite, ça c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans les rendus des workshops, l'architecture designée, ensuite les prérequis pour mettre en place le tout. Et après, l'histoire, c'est de justement mettre en place. Une fois que tout est mis en place, Power Cyber Vault inclut justement Expertise Connect qui permet de dire bon, Expert Labs est venu, ils ont vu, ils ont vaincu, ils nous ont fait quelque chose de magnifique. Par contre, quid, qu'est-ce qui se passe ensuite? Imaginons on a un problème. Justement, Expertise Connect, c'est le fait d'avoir un expert qui connaît la solution installée chez les clients et qui sera capable de répondre à leurs besoins et leurs questions. Donc là, j'ai accéléré un peu volontairement pour qu'on puisse, pour qu'on ait suffisamment de temps pour le démo que. Ouais, bon. Est-ce que jusque maintenant, tout est bon? Vous êtes sûr, hein, parce qu'on a encore 10 secondes. Je vous ai montré tout à l'heure le fait que dans Insight, on peut avoir la remontée d'alerte. On va avoir d'autres informations dans Insight, et notamment, à partir du moment où on a une remontée d'alerte, on sait qu'on a une suspicion de corruption, et on va pouvoir identifier déjà au niveau du flash system lui-même un certain nombre de choses. On a dit effectivement qu'on pouvait et qu'on devait identifier quelles étaient nos sauvegardes valides. Et déjà, vous voyez l'avant-dernière colonne qui s'appelle Threat Detection Event. Donc, il se trouve que sur cette baie flash system, je n'en ai pas eu. Supposons que j'ai un FCM4, une remontée d'alerte, j'aurai sur toutes les sauvegardes prises après l'alerte un flag qui dit qu'on a une potentielle corruption. Donc déjà, rien que sur les outils internes du flash system, on a un certain nombre d'éléments de réponse. Donc, pour cette démonstration, on a pris un serveur X, tout simple. C'est une démo, donc on n'a pas une clean room et un environnement de production, on a juste un serveur X sur lequel j'ai attaché 4 volumes. Sur ces 4 volumes, on a mis des données, des trucs simples, des fichiers texte. L'avantage d'un fichier texte pour une démo, c'est simple. Vous le lisez, il est bon, il est cabalistique, il est corrompu. Et on a parlé effectivement des automatisations avec Ansible. Je vais vous en citer 2 autres, CSM, CDM. Et pour la démo, j'ai utilisé ni l'un ni l'autre. Pour la démo, j'ai utilisé simplement l'outil interne du flash system. J'ai défini une politique de sauvegarde, vous voyez, Safeguarded Snapshot Policy, qui me prend, c'est écrit ici, un snapshot toutes les 6 heures et qui va garder ce snapshot pendant 7 jours. C'est important de savoir à quelle fréquence vous prenez vos snapshots et combien de temps vous allez les garder, puisque ça va définir effectivement votre RPO. Parce que si vous prenez une sauvegarde toutes les 3 mois, vous ne pouvez pas faire de miracle. Mais aussi, il faut être capable de remonter suffisamment loin dans l'historique pour trouver une copie saine. Là, j'ai donc choisi une politique interne, et ce qui fait que régulièrement, je prends un snapshot de mes 4 volumes de production. Et j'attire votre attention sur un détail. Je suis admin. Mon rôle, c'est administrateur, donc j'ai les droits les plus élevés de la machine. Mais si je vais sur un snapshot, je n'ai pas l'option delete. Je vais prendre un autre snapshot. Je le prends à la main et vous verrez, celui-ci, il sera juste pas sauvegardé. Il est ici, c'est le dernier de la liste. Vous voyez, sauvegarded, il est à no. Et bien sur celui-ci, en tant qu'admin, j'ai un bouton delete. Il n'est pas sauvegarded, je peux l'effacer. Par contre, les autres snapshots sont sauvegarded, je ne peux pas. La seule façon de les effacer, c'est d'être security admin. Et même dans certains cas, il faudrait être 2 security admin pour pouvoir effacer un sauvegarded snapshot. De toute façon, ils sont immuables au sens où je ne peux pas les modifier. Et en plus, s'ils sont sauvegarded, je ne peux pas les effacer. Donc ça, c'est la brique de base de la cyber-résilience vue du flash system. C'est des snapshots immuables qu'on ne peut pas effacer, pris de façon automatique avec une rétention définie. Pour répondre à la question de tout à l'heure, si j'avais voulu le faire avec des flash copies, j'aurais défini un child pool qui représenterait mon air gap logique
et j'aurais créé mes flash copies dans ce child pool. On a changé un petit peu de mécanisme, mais la finalité, c'est exactement la même. Des snapshots ou des flash copies, c'est-à-dire des instantanés de mes volumes de production qu'on ne peut pas modifier et qu'on n'a pas le droit de supprimer. Avec le flash copy, tu pouvais le faire sur des disques différents. Parce qu'en fait, quand tu fais tes sauvegardes des flash copies, est-ce que tu es obligé d'être sur la même technologie disque avec le flash copy? Oui, parce qu'en fait, pour chaque pool, Ouais. tu as un child pool Tu sauvegarde. fais en flash copy. Et là, en snapshot, c'est la même chose. D'accord. Le snapshot, en fait, c'est pas un vrai volume, c'est juste un instantané des pointeurs. Et donc, c'est forcément au même endroit. On parle de cyber-résilience, on ne parle pas de disaster recovery. Si tu perds tes disques, tu perds ton snapshot. Objectivement, aujourd'hui, on a des disques des architectures hybrides, flash plus mécanique, on n'en vend plus. Donc la question se pose. Ça dépend de la volumétrie. Ça dépend de quelle volumétrie et quand tu as des trucs à 500 Tera. La réponse, à la limite, ce sera l'EasyTier pour avoir le meilleur des deux mondes entre la performance et la capacité. Mais de toute façon, que ce soit ton flash copy ou ton snapshot, il sera pris sur les mêmes volumes physiques, sur le même pool que tes disques de production. Et l'intérêt de le faire comme ça, c'est justement d'accélérer la restauration, puisque tu n'as pas un air gap réel, et donc tu peux restaurer quasiment instantanément ton snapshot sur ton volume de production. Si on avait un système qui permette, comme tu le dis, d'avoir quelque chose sur quelque chose de différent, on serait obligé à ce moment-là d'avoir une restauration, j'ai envie de dire mécanique, et qui prendrait forcément plus de temps. L'avantage d'avoir les disques au même endroit, c'est que la restauration est instantanée. Voilà pour la partie flash system. Donc, on a notre brique de base, on a la liste de nos sauvegardes avec un certain nombre d'alertes préemptives. Donc là, nos sauvegardes sont clean. On va passer à la partie Power. Je suis officiellement obligé. Donc, la partie Power, c'est l'outil vraiment qu'on adore. Il y a des couleurs dans tous les sens. Enfin, franchement, je trouve ça magnifique. Un retour. Très bien, donc l'outil très utile, très beau, très épuré, on peut le voir. On va retrouver différents onglets en haut qui permettent d'accéder aux différentes fonctionnalités, sinon ce ne serait pas une surprise. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie sécurité. Parce que pour surveiller nos données, en fait, on va vérifier justement que nos fichiers restent intègres. C'est important. Et pour faire ça, on a une fonctionnalité qui est le File Integrity Monitoring, toujours avec un accent à couper au couteau, qui va nous permettre de choisir un ensemble de fichiers et répertoires et de les monitorer en termes de modification de contenu, d'accessibilité, etc. Et donc, on peut le faire directement depuis l'interface graphique dans Action, File Integrity Monitoring, et déjà le configurer, hein, si on veut l'activer, changer la configuration, etc. Donc, pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a pas toute la journée non plus. Et on peut aussi donc ajuster la liste des fichiers et répertoires. Donc, c'est en direct récupéré entre le serveur et l'agent l'arborescence pour ensuite les choisir. Par défaut, ça prend des fichiers qui de base sont des fichiers de configuration du système et qui sont jugés relativement critiques. C'est possible de les retirer du monitoring, hein, je ne veux pas dire de les supprimer. Et ensuite d'en sélectionner certains. Donc nous, on a notre /datafs, donc notre file system qui est là et qui contient toutes les données importantes. Et ici, on va recevoir, donc, depuis l'interface graphique, on voit les différents événements qui sont survenus. Et comme on monitorait notre petit datafs, eh ben, on a eu un petit événement qui n'est pas très sympa. On voit que c'est de la création de fichiers.
Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et le programme qui a été utilisé, c'était OpenSSL. Donc, soit quelqu'un a voulu créer quelque chose de sécurisé et de protéger ses données dans le file system, soit on a eu une mauvaise surprise. Donc, comme je suis extrêmement rapide, je me suis déjà connecté. Comme je suis extrêmement sécurisé, je prends les droits admin. Je sais taper mon mot de passe, c'est mieux. 50 caractères, 12 caractères. C'est très très compliqué. Et comme il a moins d'une semaine. Au moins, c'est bon. Alors, bien entendu, je n'ai pas mis un vrai ransomware sur la machine. Je me suis contenté de simuler le processus classique qui consiste à prendre un fichier, l'encrypter, effacer la source. Si tu veux bien faire un cat d'un fichier. Du coup, maintenant, je vais pleurer parce que mes données elles sont. Voilà. Donc, on a eu la remontée d'alerte. Si on avait eu des SCM4, on aurait eu probablement la remontée des SCM4. On aurait eu plusieurs faisceaux de preuves qui auraient effectivement conduit à la prise de décision. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a une cyberattaque, on a les fichiers qui sont encryptés. Qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on a une liste de snapshots qui ont été validés grâce à la clean room et on a donc maintenant un automatisme qui permet, encore une fois, grâce à Expert Lab ou même par rapport à vos propres automatismes sur la baie, d'aller maintenant restaurer la production. Donc, si tu veux bien lancer un /home/restore snapshot. Donc, le contenu est encrypté. Par contre, effectivement, en fonction de l'OS, etc., j'ai un certain nombre de précautions à prendre. Je pourrais aller sur le flash system et faire une restauration. Mais le problème, c'est que j'ai une belle machine qui a beaucoup de cache et il faut faire les choses bien. Donc, dans mon automatisme de restore snapshot, j'ai fait des choses comme il faut. J'ai d'abord détaché mes volumes avant de relancer le restore snapshot. Donc, si tu veux faire un cat de ce truc-là, je ne vais pas te donner le mot de passe de la machine. Voilà. Donc, bien sûr, si j'avais une clé SSH, il ne me demanderait pas de mot de passe. Hein. Là, c'est juste parce que, effectivement, sur cet utilisateur-là, il faut rentrer le mot de passe. C'est pas grave, on remontre le content. J'étais dedans, mais ça a été démonté, remonté. Je suis dehors. Donc, vous voyez, déjà, on n'est plus sur les fichiers .enc et vous avez vu le temps que ça a pris. Alors là, évidemment, on a une centaine de fichiers texte qui sont tout petits, mais on aurait 40 Tera, ça prendrait le même temps. Et je vous montre. Donc, vous avez vu, on s'est contenté de détacher des volumes, faire un restore snapshot. Et si je vous montre maintenant le flash system, ce qui s'est passé, très simplement, encore une fois, on s'est servi des mécanismes du flash system. Je vais vous montrer l'historique des commandes. Et vous allez voir que j'ai simplement l'admin AX, qui est un utilisateur que j'ai défini exprès pour cette démo. Il a simplement fait un restore from snapshot avec le snapshot 3, parce que dans cette démo, on s'est rendu compte que c'était le snapshot avec l'ID 3 qui était celui qu'on voulait restaurer. Il est suffisamment restant et clean. Donc, on est sur quelque chose d'assez basique dans son fonctionnement. On a des sauvegardes, on les restaure. Et derrière, l'intelligence des snapshots fait que c'est quasiment instantané. C'est très facile à scripter, c'est très facile à automatiser. Maintenant, la difficulté, c'est d'arriver à personnaliser cette automatisation pour qu'elle colle au mieux à votre besoin. Parce que, typiquement, dans cette démo, j'ai un volume groupe, j'ai un serveur, j'ai pas réellement de production, mais dans un environnement réel, il faudra que vous soyez capable d'identifier quel est le serveur qui a été attaqué, quels sont les snapshots qui correspondent à la production qui a été attaquée, et le faire le plus finement possible, de façon à ce que quand vous recevez l'alerte,
vous ne recevez pas simplement l'alerte qui vous dit « j'ai des fichiers qui ont été encryptés », mais au contraire, quelque chose qui va vous dire « c'est tel serveur, tel volume groupe, tel volume, telle application », et que vous puissiez adapter la réponse pour avoir quelque chose de précis et de restaurer non pas l'intégralité de vos snapshots, mais seulement ceux qui ont été corrompus. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez faim? Soif? Slide. Ah oui, oui. Je vais montrer à la fin. Ah. On discute souvent avec des équipes informatiques chez nos clients qui nous disent non mais nous on est bien sensible à ces sujets-là, mais aller trouver les quelques pourcents de budget dont on a besoin pour mettre ces sujets-là à l'agenda, on n'y arrive pas. Si vous trouvez que la sécurité c'est cher, essayez ça. IBM propose 2 outils qui peuvent aider nos clients à mesurer leur niveau de maturité sur ces sujets-là. On a une évaluation autonome. C'est un outil sur Internet où vous posez 10-15 questions. De quand date leur dernière restauration? Est-ce que les gens capables de faire la restauration sont parfaitement identifiés? Quand ils partent en vacances, qui est-ce qui le fait? Des choses extrêmement simples qui vous permettent de bâtir une petite rosace pour dire là-dessus vous êtes bien, là-dessus vous n'êtes pas bien, là-dessus vous n'êtes pas bien du tout. Soit une évaluation que les clients peuvent tourner en autonome, soit un atelier qu'on a développé qui est un petit peu plus riche, où on s'appuie sur cet outil, mais où on commence à évoquer ces notions-là. Et l'idée, c'est de présenter ces notions-là aux équipes IT de nos clients, mais pas seulement, aux équipes sécurité et aux équipes métiers, pour les aider à prendre conscience que les enjeux de cyber-résilience, ce n'est pas des sujets IT, c'est des sujets d'entreprise. Que c'est probablement des choses qu'ils doivent mettre à l'agenda. C'est un atelier qui est à 99% technologie agnostique. C'est-à-dire qu'on évoque un peu, nous, ce qu'on sait faire, mais vraiment, on l'évoque. Le but du jeu, c'est d'aider nos clients à prendre conscience de là où ils en sont et du chemin qu'il leur reste à parcourir pour être prêts. Voilà. Soit une évaluation autonome, qui a une valeur un peu limitée, mais qui peut être tournée en 20 minutes, 30 minutes par le client pour avoir cette petite rosace, et un atelier immersif dans lequel on accueille les clients chez nous. Et on passe 3 heures avec eux en échange, en discussion avec les équipes IT et pas seulement IT pour les aider. Voilà. C'était ce que nous voulions partager avec vous cet après-midi. Merci.